Bonjour, je suis Béatrice Bellé, députée de la Martinique, et nous allons parler de la place des femmes en politique. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission Parole d'influence. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet sérieux mais d'actualité, la place de la femme en politique avec Béatrice Bellé, fraîchement élue députée de Martinique en 2024, donc c'est tout frais. Alors déjà, pour commencer, on va parler de votre parcours. Comment vous en êtes arrivée déjà à faire de la politique ? Je suis une presque vieille militante maintenant, parce que ça fait plus de 30 ans que je milite. Je crois que j'ai toujours aimé l'idée qu'il faille se mettre ensemble pour arriver à un résultat lorsque l'on n'était pas satisfait des choses. Je suis pas une attentiste, je n'attends pas que les choses se fassent, j'essaye de les provoquer. Et très jeune, à 15 ans par exemple, j'ai été particulièrement perturbée par l'idée qu'il faille faire une heure de bus pour aller au lycée. J'ai milité auprès de mon député maire à l'époque, pour que nous ayons un lycée dans notre commune. Et donc, je crois que ma carrière militante a commencé à ce moment-là. Et puis, ça a continué. Je suis devenue déléguée de classe, déléguée académique, puis étudiante, syndicaliste étudiante, puis membre d'un parti politique dans lequel je suis jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le Parti socialiste. Mais il y a quand même une sensibilisation de la famille. Comment on fait pour se dire, oui, moi je suis pas d'accord, mais passer de ça à j'agis? Eh ben, la sensibilisation, alors elle est moins facile. Le lien est moins facile à faire qu'on ne le pense. Non que mes parents n'aient pas été des militants parce qu'ils étaient membres d'associations, mais c'est surtout qu'il fallait toujours négocier avec mon père singulièrement. Donc, en fait, il fallait toujours lutter pour avoir un peu plus de droits parce qu'il était quand même assez sévère. Donc j'ai beaucoup milité, même Donc si même j'étais là, à la la plus maison, jeune. vous militiez. Même à la maison, je militais. Et je me rappelle que j'avais fait, alors ça les fait rire encore, mais j'avais fait un petit formulaire de demande de sortie parce qu'il fallait avertir et tout ça, de demande de sortie, et j'avais mis Cosette au Thénardier parce que j'estimais que j'étais en prison. Ah, mais c'est génial ça. Voilà. Et donc, et j'avais mis dedans des observations et un plaidoyer pour dire pourquoi il devait accepter cette demande. Donc voilà. Donc j'ai toujours milité, j'ai toujours été d'ailleurs en avant, même même si j'ai une grande sœur, j'ai toujours été en avant, et je me suis toujours mise entre elle et nos parents pour faire valoir notre envie de vivre pleinement notre jeunesse, qui a été le cas d'ailleurs, mais avec quelques restrictions quand même. Alors quand on pense à politique, on pense à mandat, on pense à carrière politique, parce que bon, bah, c'est un peu ce qu'on voit régulièrement dans l'actualité. Est-ce que dans votre réflexion, c'était ça? C'était, comme dirait Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensiez en vous rasant, alors pas la mort, mais est-ce que vous pensiez le matin en vous préparant à où, jusqu'où vous vouliez aller? Non, j'ai jamais fait de plan sur la comète, parce que c'est vrai que la politique a cela aussi de terrible, c'est qu'elle peut être très ingrate. Vous pouvez beaucoup travailler, vous pouvez beaucoup faire finalement pour le collectif, et ne jamais être élu, et ne jamais par ailleurs non plus avoir la possibilité d'être présenté aux urnes. Moi, je me la suis donnée au fur et à mesure, mais je n'ai jamais considéré que c'était une fin. C'est un moyen, un nouveau moyen. J'ai continué à militer dans ma vie personnelle et professionnelle. Je milite, j'ai choisi par exemple de travailler dans le service public parce que les services publics permettent d'œuvrer de façon collective pour l'intérêt général. J'avais mille et une possibilités de travailler dans le privé. J'ai choisi de militer à l'intérieur des organisations, et pourtant j'ai été DRH, j'étais aussi syndicaliste, et jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais secrétaire générale adjointe d'une section syndicale à l'Espace Sud où je travaillais. Donc pour moi, le militantisme, c'est de toute façon la base de tout. Où ça nous emmène, parfois, si vous avez la surprise, d'être la bonne surprise, d'être élu, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat est toujours le fruit d'un travail de longue haleine, et puis après, d'un travail aussi de conviction. Alors, la perception de la politique a beaucoup évolué au fil des années. Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit élue ou pas, selon vous? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est des convictions? Est-ce que c'est faire le show? On a vu notamment avec la montée extraordinaire de Jordan Bardella,
où lui, il fait beaucoup de com. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mais de façon très pragmatique, hein. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que quelqu'un soit élu ou pas? Ce sont des considérations multiples, je pense. Alors c'est un état de la société à un moment T, parce que il y a 10 ans, on n'était pas élu de la même façon qu'on est élu aujourd'hui. Il y a 10 ans, les gens connaissaient leurs élus. Ce n'est pas obligatoirement le cas. Les gens avaient aussi, il y a 10 ans, ou peut-être même 20 ans, avaient des convictions politiques, avaient presque des clans politiques. Aujourd'hui, lorsque vous parlez à des personnes, par exemple, qui votent extrême droite, et que vous développez, que vous cherchez à développer, vous vous rendez compte que ils n'ont rien d'extrême droite, mais ils sont dans un ras-le-bol. Et puis vous avez aussi des personnes de gauche qui partent parfois aussi vers une idéologie qui n'est pas la leur, ou l'inverse d'ailleurs. Et des personnes de droite avec lesquelles vous parlez, vous dites mais est-ce que tu sais que tes convictions quand même là et ton socle idéologique, il est quand même plus de la gauche que de la droite. Je crois que ce qu'il manque définitivement, quand même, c'est la formation politique. C'est ce qui donne du sens au vote. Je ne sais pas si tous les votes ont toujours du sens, mais je sais, parce que c'est en tout cas ce que me disent les compatriotes que je croise depuis mon élection, pour ceux qui me concernent, a probablement fait une partie de mon élection, c'est ma rigueur idéologique. Les gens ont la certitude de savoir ce que je pense, parce que je l'ai porté aussi dans un média que je remercie d'ailleurs pour m'avoir donné la parole pendant près de 3 ans. C'est, je me permets, Zouk Télévision dans l'émission Le Kiosque. Cette émission m'a permise de donner un avis de façon régulière sur la société et sur des sujets qu'ils soient nationaux, internationaux, locaux. Et je crois que ça a donné en tout cas une force à ce que je pouvais porter parce que les gens y ont vu de la récurrence, de la stabilité, une rigueur et se sont reconnus également dans ce qui était dit. Donc vous pensez que les convictions ont encore leur place aujourd'hui dans la politique? Tout à fait, mais il manque, à mon sens, il manque ces instants de débat. Il n'y a plus de débat. Il y a c'est à qui de les créer? Est-ce que c'est aux politiques? Est-ce que c'est aux médias? C'est beaucoup aux médias. À beau dire, à beau faire, nous, on peut créer des moments de concertation avec la population, mais il n'y a rien de plus fort qu'un écran aujourd'hui, il faut quand même se l'avouer. Et nous avons 2 médias très forts et 2 chaînes de télé très fortes qui, aujourd'hui, ne font pas ce jeu du débat, sauf à des moments particuliers que sont les élections. Et moi, je les appelle, que ce soit dans la radio ou dans la télévision, à créer de façon régulière ces instants de débat. La démocratie en a besoin. Mais les habitudes de consommation ont changé. Est-ce que les politiques, on le voit beaucoup au national, ne devraient pas plus investir dans les réseaux sociaux pour toucher une autre population, dont les jeunes qui ne votent plus? Oui, plus beaucoup. En tout cas, plus beaucoup. Il ne faut pas généraliser les jeunes. Les jeunes martiniquaises et martiniquais. Parce que on peut le regarder, en France hexagonale, il y a quand même une participation des jeunes qui est de 10 à 15, voire parfois 20 points supérieure à celle que l'on connaît ici. Donc les jeunes arrivent à se mobiliser ailleurs, c'est ici qu'il faut les mobiliser. Et oui, peut-être qu'il faut trouver un nouveau mode de communication, qu'il faut utiliser leurs canaux, Instagram, TikTok, enfin il y a... mais il faut s'y habituer. On n'est pas obligatoirement, nous les vieux, habitués, on écrit beaucoup. Or eux... ils sont dans l'oralité, dans une sorte aussi de spontanéité et puis de choses qui est relativement courte. Il faut le faire. En même temps, il faut aussi les habituer à la complexité. Tout n'est pas simple. Tout ne se résume pas en 30 secondes. Et c'est aussi pour ça que les populistes se donnent à cœur joie. Ils font des phrases simples, courtes, on arrive à des choses très binaires, c'est bon, c'est pas bon, ils donnent des gages et des bons points. C'est pas ça la vie. Et en fait, la réalité de l'équilibre de notre société est plus complexe que 30 secondes sur TikTok. Et ça, c'est ce que nous devons arriver à démontrer. C'est pour ça que nous devons aussi arriver à démontrer que le bardélisme, c'est du néant. Et d'ailleurs, M. Bardella est présent sur TikTok, mais il n'est pas sur les bancs de l'Assemblée où il a été élu. Alors, le sujet principal, c'est la place de la femme en politique. Quand vous vous êtes présenté, comment s'est déroulée la campagne? Je parle pas de manière générale, mais en tant que femme. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Est-ce que vous avez rencontré des oppositions
parce que vous étiez une femme? Comment ça s'est passé? Bah, alors, je suis une marronne, vous l'avez compris, je suis une négresse marronne, je ne demande pas beaucoup d'autorisation lorsque les choses que je fais me semblent justes. Bon, donc lorsque nous sommes présentés, parce que nous sommes présentés à deux, avec Nadia un Chanville. ticket qui était celui de Nadia Chanville et Béatrice Bellé, en l'occurrence Béatrice Bellé et Nadia Chanville en suppléance, en remplaçante d'ailleurs, le terme officiel c'est remplaçante. Nous n'avons pas demandé l'autorisation, nous sommes concertés, nous. Nous nous sommes dit, tiens, l'extrême droite est à la porte du pouvoir et partout l'extrême droite passe, les droits des femmes diminuent. Donc nous avons un mot à dire et une présence à assurer. Alors elle est d'autant plus importante que il n'y a que des hommes aujourd'hui sur la zone Amérique-Caraïbes, élus français députés, il n'y a que des hommes. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que vous avez revendiqué votre côté féministe. Ah, et pourtant, toujours. vous avez été élu. Alors comment, quand vous revendiquez votre côté féministe, vos idées féministes, vous et Nadia Chanville, vous deux, de façon très marquée, comment les électeurs, les opposants voyaient votre campagne? Bah, parce que ce que nous avons expliqué, c'est que le féminisme n'est pas une opposition aux hommes. Loin de là, d'ailleurs. On n'est pas dans une... Quand on est féministe, en tout cas, le féminisme que nous défendons avec Nadia Chanville n'est pas une opposition aux hommes. Oui, mais est-ce que c'est un lui l'entendait? militantisme. Oui, c'est un militantisme pour les femmes. Ce que nous disons, c'est que l'espace public, les politiques publiques doivent être conçues en tenant compte aussi des réalités des femmes, et en Martinique d'autant plus qu'elles sont plus importantes, qu'elles représentent beaucoup de foyers, et notamment les foyers monoparentaux, et que on ne peut pas construire une société aujourd'hui, et notamment la société martiniquaise, en disant que c'est la société des femmes potomitans, patati patata, qu'on est dans une société matriarcale, ce qui est faux. Nous sommes dans une société matrifocale, mais toujours patriarcale. Et donc nous avons dit, nous allons défendre la position des femmes dans la société martiniquaise, et ce, non pas en opposition aux hommes, mais pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on vous disait de ça? Il y a beaucoup de femmes qui nous ont félicité, qui nous ont dit, enfin, on a l'impression qu'on nous parle, on nous parle de nos réalités de mères, de nos réalités de femmes actives, de nos réalités de femmes entrepreneuses. Nous avons besoin, oui, quand on est une femme entrepreneuse, qu'on a 2 enfants et que on doit mener à bien des missions, non, on ne peut pas se faire appeler à n'importe quelle heure de la journée pour venir récupérer nos enfants parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'école. Bon, et les hommes, ils disaient quoi? Eh ben, les hommes disaient, bah oui, quand il n'y a pas, c'est ma femme qui le fait, parce que moi j'ai quelques difficultés à quitter mon emploi, par exemple. Donc on est obligé de dire, bah la société du coup doit s'adapter à une réalité qui est celle aujourd'hui de la Martinique, qui est celle de foyers majoritairement monoparentaux, lorsqu'ils sont majoritairement monoparentaux, qui sont ceux de femmes, qui sont aussi ceux de la pauvreté des femmes, qui sont aussi ceux de l'exclusion des femmes. Donc nous militons pour les femmes, mais jamais contre les hommes, pour les droits des femmes, et ça, les personnes l'ont entendu, et je pense que, en tout cas, ça a été admis comme étant aussi un bon axe de travail pour la Martinique. Et puis, nous avons eu des oppositions politiques. Vous l'avez vu, on a demandé, moi, à mon parti, le parti auquel j'appartiens depuis plusieurs décennies, de me tenir, et d'ailleurs, à la fin de l'élection, des courriers du PPM sont apparus, où il est demandé à Olivier Faure, le patron des socialistes, pourquoi il n'est pas parvenu à empêcher Béatrice Bellé de se présenter. On n'a jamais vu ça pour des hommes, jamais. Et le PPM, en l'occurrence, a eu plusieurs dissidences, dont les dernières aux élections sénatoriales. On n'a pas vu de courrier qui se fasse de la sorte. Et on a vu aussi des candidats et des membres de l'Alliance se présenter contre des candidats, ou en tout cas soutenir des candidats contre les candidats de l'Alliance. On n'a pas vu de courrier. Donc il y a un traitement particulier qui est fait aux femmes, et qui, en l'occurrence, était complètement ridicule, puisque le Parti socialiste soutenait le candidat Johnny Ajar, et l'a soutenu et au premier tour, et au deuxième tour. Donc il y a un moment où on fait du storytelling pour les femmes que l'on ne fait jamais pour les hommes. Alors, quand vous vous êtes lancé dans cette élection, alors... À Fort-de-France, le parti historique PPM, vous saviez que ça serait compliqué. Qu'a dit votre famille?
Parce que j'imagine, est-ce que tout le monde vous a soutenu ou vous a dit non, mais c'est perdu d'avance, n'y va pas? C'est-à-dire, dans quel état d'esprit on va dans ce type d'élection quand on a un parti historique qui est là depuis des décennies? Bah, nous, on s'est dit surtout, en fait, j'étais en état de choc. Moi, j'étais à Paris au moment où Mm. tombent les résultats, le dimanche, où tombent les résultats des élections européennes, et je me dis, purée, là, on amorce un truc qui ne va pas du tout. Et il faut une parole. Il faut une parole qui soit une parole aussi ouverte sur le monde. Je trouve que nos politiques locaux, souvent, sont martinico-centrés. C'est important, mais enfin, nous sommes aussi, nous faisons 1142 Mhm. milliers de kilomètres. Nous appartenons au monde. Mhm. Nous sommes un caillou important, mais nous appartenons au monde. Et lorsque, au niveau national, on a un tel bouleversement de l'échiquier politique, on doit en tenir compte. Et là, je me suis juste dit, il faut cette parole-là. Il faut qu'elle arrive et il faut qu'elle soit portée. Je me suis pas vraiment, je me suis dit, je ne peux pas me présenter. Je suis inéligible dans le sud. Je suis inéligible sur une circo où j'étais déjà allée dans le centre eu égard à mes fonctions Oui. professionnelles. Donc, je vais à Fort-de-France et j'avertis d'ailleurs le président de la CTM que je connais. Et je lui dis, bon, sache que je vais venir me présenter sur Fort-de-France parce qu'il faut une parole politique, Et, un, de et il femmes, a dit et quoi? deux, il n'était pas content. Mm. J'ai eu droit à quelques jurons, je crois, et quelques promesses, mais j'ai dit, moi, j'irai quand même. Voilà. Et mon parti, oui, pour certains, certains m'ont dit, dont le patron m'a dit, Béatrice, c'est quand même compliqué. On a au national des accords avec le PPM. Je lui dis, bah oui, mais nous, on n'en a pas localement. Mhm. Voilà. Et le PPM se fait fort régulièrement de nous le rappeler. Nous avons rompu avec le PPM depuis la Fédération socialiste de Martinique a rompu avec le PPM depuis 2015. C'est une réalité. Donc j'ai dit, je n'ai pas, moi, d'engagement, au même titre qu'ils n'en ont pas à mon endroit. Donc Mais on part alors, aux élections. Est-ce que je peux le dire quand même? oui, Nous avons rêvé de la deuxième place. ok, Rêvé, mais nous nous sommes dit, nous pouvons faire une bonne troisième place. Mais ok. nous avions rêvé de la deuxième place et nous n'avions pas prévu la première. Mhm. Voilà, ça c'est de façon très sincère. C'était aussi une belle surprise pour nous. Voilà. Et la famille, l'entourage, quand c'est comme ça? Parce que Elle est quand soudée. là, on est dans un combat politique, on peut dire Oui, le mot oui, combat, oui, là. oui, oui. Alors, qu'est-ce que la famille dit? Parce que est-ce que tout le monde dit on soutient ou on dit ah là là, c'est le PPM, calme-toi, La on veut famille pas politique, d'ennui? non, la famille, alors ma famille sait que c'est pas la peine de faire voilà, Oui, parce une qu'on fois a que je suis au compris que depuis combat, c'est, l'adolescence, voilà, c'était une fois, compliqué. mais de toute façon, c'est ainsi qu'on fonctionne. Une fois qu'on part au combat, on se On va au soude et il n'y a bout. plus de maillon faible. Voilà. Ok. Donc tout le monde était là, mes parents étaient même pendant cette période chez moi, ce qui a fait que le cercle était totalement fermé. Tout le monde s'est mis, ma sœur, mon filleul, les amis, les proches, mes sœurs de cœur, tout le monde était sur le pont. Et c'est comme ça qu'on a commencé finalement la campagne avec dans la joie et dans la bonne humeur, sans, en se disant on part au combat dans une bataille, mais que l'on va mener sans attaquer personne, en Mhm. venant soutenir nos idées. Et c'est ce que nous avons fait du début à la fin. Nous n'avons attaqué personne, nous sommes venus défendre nos idées, et c'est ce que nous avons fait du début à la fin, de façon très digne. Et ça, je remercie aussi les militants sur le terrain qui ont fait cette campagne et qui ont fait ce chemin avec nous de façon très Surtout que la digne. campagne n'est pas toujours digne de tous les côtés. Donc, comment on fait pour rester digne, même si on a des attaques, surtout pendant l'entre-deux Bah, tours, où là, finalement, on dit, oui, ah bah, là là. on a vu. Bah, moi, j'ai dit hein, en télé, j'ai dit, je l'ai dit, je dis c'est dommage d'arriver à des indignités, à des bêtises, par exemple où on a voulu me rapprocher du Rassemblement national parce que le responsable avait dit qu'il faut voter pour moi. Enfin, et d'ailleurs, j'ai fait un communiqué pour dire je ne veux pas des voix des racistes, par contre, je veux des voix des mécontents. Et si Mhm. parmi les votants du Rassemblement national, on a des Martiniquais mécontents, je prends. Je prends et je leur demande de regarder notre programme de rupture, qui est celui du nouveau Front populaire, et je suis sûre qu'ils vont être convaincus par l'engagement, en tout cas, que nous prenons de lutter pour un certain nombre de choses. Mais sinon, je crois, on a eu bon accueil. Et c'est vrai que dès le premier tour, on a quand même senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître, Oui. très clairement. Et ça s'est confirmé au deuxième tour. Alors, le soir du deuxième tour, Le qu'est-ce soir qu'on des... ressent? Est-ce qu'on se dit, je serai député, je suis député? Est-ce qu'on se dit,
euh, je ne pensais pas aller aussi loin. Est-ce qu'on se dit, bon, alors j'ai plein de batailles à mener par laquelle je vais commencer. Quelles sont les Tout ça idées en qu'on même a temps. en Tout tête? ça en même temps. Mais la Ok. première, on s'est regardé avec Nadia parce qu'on a eu, on avait du coup des camarades et sympathisants dans quasiment tous les bureaux. Donc c'est vrai que très rapidement, on a eu les résultats avant même qu'ils soient Mm. annoncés. Et moi, je leur disais, on sait jamais, hein, on attend. Donc Oui. j'avais tellement pris sur moi, j'avais tellement finalement canalisé que quand c'est arrivé, je suis restée là. J'ai regardé Nadia, je lui ai dit. Eh ben, nous fait. C'est ça, c'est C'est ce qu'on ça. se dit. Quand les résultats officiels, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, tu sais que Béatrice, c'est bon là. J'ai dit, oui, je vois les chiffres, mais en nous attendre les résultats officiels quand même, on ne sait Oui, jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la transmission des données qui s'est trompé. En nous attendre quand même, petit boin, petit boin. oui. Et donc j'attendais. Et quand officiellement c'est sorti, je dis, OK, nous fait. Bon, eh ben, On pleure ou pas? Ou oui, on j'ai saute? pleuré. On Oui, pleure, on saute de j'ai joie? pleuré parce que c'est beaucoup d'émotions. Et puis la campagne était dense. Hein, c'est Oui. 15 jours, 15 jours aussi où vous avez une charge mentale importante. Moi, j'avais une charge mentale importante. Entre-temps, ma maman avait été hospitalisée. Mon Mm. père était à la maison. Il est malvoyant. Enfin, fallait gérer plein de choses et je prenais plaisir le matin à me réveiller très tôt. Mais donc j'avais très peu dormi. À me réveiller très tôt pour m'occuper de mes parents, pour être avec eux, pour partager ces moments qui étaient très importants. C'est aussi ça, hein, la femme politique. Mhm. On se retrouve finalement à avoir plein de casquettes en même temps. C'était un moment génial pour moi, avoir mes parents, me lever le matin, discuter avec eux, finalement préparer la journée, faire la journée, revenir, savoir qu'ils étaient là, et que je pouvais discuter avec eux, c'était D'avoir un socle. avoir un socle, vraiment. Et donc, c'est aussi partager ça avec eux, c'est l'émotion de tout ça qui, à un moment, retombe. Vous sentez que, Mm. Et qu'est-ce qu'ils disent, ok, les parents? ils disent, Ma fille est députée. ouais, mais avec une telle, parce qu'ils ont tellement vécu le truc, avec, eh ben voilà, Ou eh ben, failli. ouf, tu vois. Tout ça, tout ce temps où tu as négligé les vacances, la famille, les dîners, les déjeuners, les moments finalement de partage avec nous, bon, les gens ont reconnu que tu avais quelque chose de pertinent à dire et à faire surtout. Et ben, ti ma fille, où t'es là, Mille. milim, Alors, milim. justement, ça me fait poser la question, c'est quoi la vie de quelqu'un qui fait de la politique? On ne va pas dans on renonce à certains repas de famille, Oui. il faut aller dans plein de veillées, plein d'enterrements pour montrer qu'on est là. Hmm. Il faut voyager beaucoup. Est-ce qu'on a le temps? Comment on fait pour mixer ça avec la vie privée, la vie professionnelle, enfin la vie de tout, quoi? C'est beaucoup d'engagement, c'est Mhm, beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'engagement. Et là, on n'a pas parlé de l'engagement financier, mhm. parce qu'en l'occurrence, les campagnes que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, elles ont été financées sur fonds propres et puis sur les dons que pouvaient nous faire des amis, des sympathisants Ça qu'il coûte faut combien une appeler. campagne politique? Ça dépend de la En campagne. moyenne, qu'on En sort. moyenne, vous en sortez, alors pour des petites campagnes, ce que j'ai fait, moi j'ai toujours fait globalement que des petites campagnes, mais la plus chère c'était celle de la CTM, on était aux alentours de 50 000 euros. Là, oui, 50 000 € pour oui. une petite campagne. Ok. Ah ben c'est Ah, une petite campagne, hein. C'est d'accord. la plupart des gros candidats, c'est du 150 000 la campagne. Nous on faisait à chaque fois des petites campagnes, aussi parfois comme on dit, de briquet de broc. Là on doit être sur celle-là aux alentours de 25 000 30 000 euros quand même. Il y a quoi à payer? Les Alors, il y affiches, a à les... payer les affiches, Mhm, les bulletins que vous voyez dans les bureaux de vote, c'est les mhm. candidats qui les payent. Les bulletins que vous voyez aussi dans l'enveloppe qui vous a envoyé par la poste avec la profession de foi, ce sont les candidats qui payent et la profession de foi et le bulletin de vote. Et les Voilà. locations de voitures pour... Les locations de voitures, les sonos, les petits tracts que vous... parce que par exemple, nous, on fait des professions de foi en plus pour pouvoir les distribuer. Donc tout ça, c'est les candidats qui payent. Les t-shirts, les casquettes, les goodies, les salles qu'il faut louer lorsque vous faites un meeting, la communication, les agences, les photos, le photographe, tout ça, c'est le candidat qui paye
Et si vous ne faites pas 5%, ce qui avait été notre cas par exemple sur la campagne de la CTM, c'est entièrement à votre charge. Donc vous faites quoi, un prêt à la banque? C'est Ah comme ça? bah non, c'est pour ça que je vous dis c'est sur fonds propres. Bah, vous ne partez pas en vacances. Moi, Ok, par exemple, ça fait oui, ça fait 5 ans que je suis pas, j'ai pas pris de vraies vacances, par exemple. d'accord. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? On arrête de travailler pour être 100% député? On n'a pas le choix. Ok, Lorsque vous êtes député, on vous demande justement pour que vous puissiez voter quelque part en votre âme et conscience et de façon très libre, on vous demande, un, de cesser de travailler pour que vos décisions ne soient pas influencées par votre employeur, mhm, la situation de votre employeur, et deux, également de cesser toute activité de gestion principale d'une entreprise. Donc vous êtes obligé de remettre vos mandats sociaux dans l'entreprise que vous gérez, parce qu'on considère aussi que si vous les maintenez, vous risquez de prendre des décisions qui sont en lien avec votre entreprise. Donc vous n'avez pas le choix. Donc moi, j'ai été mise en disponibilité d'office de mon précédent emploi de fonctionnaire territorial et pour me consacrer pleinement, oui, à la fonction de député. Alors, on va pas revenir sur le programme parce qu'il suffit de le revoir sur les réseaux, mais euh, entre le programme qu'on a fait Mhm. à l'échelle locale et la réalité, une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, où il faut échanger avec les autres députés, au moins ultramarins, comment ça se passe? Alors, pour le coup, là, ça n'a pas vraiment commencé, mais comment est-ce Aussi, qu'il y a ça a des commencé. tractations? Est-ce que Ça a vous avez déjà commencé. commencé? Ah ben, en D'accord. Je fait, pensais on a qu'avec les déjà fait, JO, on avait pris ben, on a une fait une pause. pause, mais on était là quand même jusqu'à fin juillet, hein. Mhm, Donc, on a eu le temps de se croiser, de se recroiser. Alors déjà, on a déjà eu l'occasion de se réunir dans le cadre de la délégation. Il y a plusieurs délégations au sein de l'Assemblée nationale et il y a une délégation à laquelle les députés dits d'outre-mer, alors là, ça par exemple, ça fait partie des choses que j'ai envie de changer, mais j'aimerais bien qu'on nous appelle pays des océans, mhm, pays P-E-Y-I, mhm, parce que on est tous l'outre-mer de quelqu'un, et puis à chaque fois tout le monde dit d'outre-mer, dit mhm. d'outre-mer. Ça, c'est par exemple un combat sur nos identités un peu singulières. Donc, on a eu déjà l'occasion de se réunir dans la délégation outre-mer, et nous avons d'ores et déjà eu l'occasion, entre députés, de parler des sujets qui nous intéressaient le plus et de tracer, on va dire, ce qui pourrait être une route de nos combats communs, parce qu'il y aura des combats individuels sur chacun des territoires et des combats que nous devrons mener en commun. Pour faire tout ça, vous avez un appartement sur place, Alors, on vous est restez là-bas combien de temps dans bah, l'Hexagone? alors, on est, pour ce qui est des députés des pays des océans, on a la Oui, priorité sur un hôtel qui est à l'intérieur de l'Assemblée, ok. hein. Donc, ça s'appelle la résidence. Donc, on a la priorité et donc on est logé dans cet hôtel. Ah, il faut faire une réservation, voilà. Mais c'est une chambre d'hôtel assez basique, de bonne facture, mais assez simple. Et sinon, on a une dotation. Si on trouve un appartement, on a une dotation de 1 200 € par mois. Et donc, on peut trouver un appartement et se voir attribuer une participation de 1 200 € par mois par l'Assemblée nationale pour être logé. Et puis, il y a une troisième chose, c'est parfois dans son bureau, on a ce qu'on appelle les bureaux couchettes. Vous pouvez avoir un bureau où vous avez une sorte de petite couchette. Et dans Ok, ces cas-là, si vous avez le bureau couchette, vous ne pouvez pas avoir les 1 200 € et normalement, vous n'avez pas la priorité sur la résidence. Voilà. d'accord. Alors, quand ça, c'est vous pouvez faire les allers-retours et travailler, mais vous avez aussi des assistants parlementaires, Mhm. Des euh, attachés, oui. attachés parlementaires localement et Et au national. Donc, vous exactement. en avez deux à chaque Alors, fois. non, pas obligatoirement. Alors, on a droit jusqu'à 5. Ok, En l'occurrence, moi, on a procédé pendant toute cette période de juillet-août aux entretiens de recrutement. Alors, il y a déjà une première personne que j'ai recrutée, c'est le chef de cabinet qui avait vocation à organiser la mission, qui est quelqu'un d'expérimenté, mhm, un Martiniquais ok, d'origine foyalaise, mais ok, qui habite en très France bien. hexagonale. Il y a également Nadia qui était déjà à mi-temps de l'éducation nationale Votre puisqu'elle est prof, suppléante. ma suppléante, Nadia Oui, Chonville, qui, alors il y a d'autres cas hein, de suppléants qui étaient recrutés, mais enfin, l'objectif c'est de faire vivre cette suppléance mhm, localement, lorsque je ne suis pas là, qu'elle puisse aussi
de façon très organisée, très légale, venir et me remplacer sur un certain nombre de missions, et puis aussi travailler finalement à notre combat politique localement. Donc elle était déjà en mi-temps à l'Éducation nationale, et du coup je viens squatter parce que c'était pas son objectif. Oui, Elle parce avait qu'elle est envie de, militante, elle ah ben, elle est aussi. militante, elle avait surtout envie de se consacrer ce mi-temps à l'écriture parce que ça lui tenait à cœur à faire des résidences d'écriture. Et je lui ai dit, eh ben non, nous Patia, donc on va, ma fille, il faut qu'on nous mène jusqu'au bout. Donc là aussi, désolé, mais ça va être sur ton temps libre que tu vas pouvoir, ou sur un temps Oui. non pris en charge par ce nouvel emploi, que tu vas pouvoir faire l'écriture. Mais donc, elle a été recrutée. Et puis, nous avons mené nos recrutements et nous avons d'ores et déjà 2 nouveaux recrutements qui vont arriver en septembre 2024, D'accord. début de l'activité. L'appel Et à candidature est terminé, là. l'appel à OK. candidature est terminé, OK. mais nous aurons l'occasion aussi, c'est notre souhait, de prendre des stagiaires également, peut-être de longue durée, alors 3 4 mois, pour aussi faire participer les Martiniquaises et les Martiniquais à cette vie politique indispensable. Et nous espérons que nous en aurons plusieurs qui pourront venir découvrir ce qu'est l'activité parlementaire enfin d'une parlementaire Mhm. et évidemment élue, et puis de 2 femmes politiques en Martinique, voilà. Alors, pour conclure, nous sommes à la rentrée, donc bientôt la rentrée pour vous en tant que député. Mais en Martinique, en parallèle, il y a quand même des combats. Le combat contre la vie chère, là, qui commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que vous bousculez votre calendrier de l'Assemblée nationale ou pas quand c'est comme ça? Bah, on reste à l'écoute. Moi, je suis vraiment ancrée Manigrifontais, hein, donc il y a eu des rassemblements auxquels je participe parce que je pense qu'il faut aller prendre le pouls Mhm. de ce qui se passe chez nous, surtout quand ça prend une ampleur certaine et que ça concerne véritablement tout le monde, tous les jours. La question de la vie chère, c'est un combat que mène le Parti socialiste, qu'a mené le Parti socialiste d'ores et déjà, par exemple, avec Victorin Lurel, Mhm. avec des commissions qui ont été faites, et malheureusement, nous n'arrivons pas à avancer. C'est vrai, le député Ajar également avait été rapporteur Oui. d'une commission d'enquête sur cette question, et au-delà de tout, au-delà des préconisations qui ont été portées, nous n'arrivons toujours pas à avancer. J'ai presque envie de dire, à cette rentrée de septembre, en Martinique, on n'a jamais eu une rentrée aussi chère, avec Mhm. 17% d'augmentation pour les familles. Vous voyez, quand je vous parle de combat politique, comment aujourd'hui les politiques publiques prennent en charge cette augmentation de 17% du coût de la rentrée pour l'essentiel des mères de famille. Mhm. Ça va être ça la réalité. Bon, eh ben oui, il faut bousculer les choses et se dire qu'on doit accélérer notre présence et notre dialogue avec toutes les parties. Donc d'ores et déjà, moi, je rencontre les militants. Mhm. Je suis Oui, vous allée y à... étiez le Hein, 25 j'étais août dernier au exactement... stade hein, Georges Gratien, au Lamentin. exactement. Donc j'étais au stade, présente sur le stade, et j'ai Mhm. discuté avec les militants et également avec la population. Mais Mais est-ce je que quand discute vous allez à également. l'Assemblée, vous dites, bon, ben, il y a ça qui est d'actualité, donc c'était pas le Alors sujet de c'était déjà une septembre, mais grosse actualité quand même, oui. hein. La question du coût de la vie, de la continuité territoriale, ça fait partie de mes actualités prégnantes. Mhm. Et j'ai envie de dire, ça donne de la force. La force de la présence des Martiniquaises et des Martiniquais dans la rue et dans ce type de rassemblement, Mhm. ça donne de la force au combat politique que nous allons mener à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est hyper important. Moi, j'ai envie de dire que plus les Martiniquais sont mobilisés, plus nous avons de la force aussi pour mobiliser l'État sur des politiques publiques. Parce que l'on voit que la population se sent concernée, que nous ne sommes pas seuls avec des dogmes et des Mhm. rêves. C'est une réalité martiniquaise, et j'ai donc été vers les militants, mais je vais également vers le monde économique, et d'ores et déjà j'ai été vers la grande distribution. Je vais continuer ce dialogue, mais je vais également aller vers les services de l'État. J'attends que le préfet soit de retour, mais il y a quelque chose à dire sur la place de l'État dans la continuité territoriale du transport de marchandises en Martinique. Et je crois qu'il va falloir définitivement que nous arrêtions d'être des Français entièrement à part. Cette septième puissance mondiale doit nous montrer un peu plus d'amour et, à défaut d'amour, un peu plus de respect.
Bien, elle régresse pour ce qui est de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a désormais que 34% de représentation de femmes au sein de l'Assemblée. Donc c'est un combat permanent, c'est une bataille permanente que je compte bien mener également. La femme en Martinique a son mot à dire et j'invite évidemment toutes les femmes martiniquaises, mais au-delà, toutes les femmes caribéennes, toutes les femmes des pays des océans à se mobiliser pour faire valoir leur voix, pour faire valoir leur vie et pour que les politiques publiques que nous menons et que nous souhaitons voir s'appliquer leur ressemblent également. Parfait. Merci à vous Merci d'avoir de cette invitation. répondu à nos questions. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parole d'influence.